Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'information hebdomadaire. Au sommaire, cette semaine, une méga step en prévision à Gland, le Grand Genève qui passe la 3e vitesse et la fermeture de la poste de Gingin qui naturellement secoue la population. Commençons tout de suite avec les affaires du district et celles du Conseil régional qui prépare l'année 2017 en présentant son budget. L'occasion pour nous de nous intéresser au coût de fonctionnement de cette association de communes et d'évoquer le déménagement de ses prochains bureaux. Andrea Brass-Lopo. Le Conseil régional rentre en force avec des nouveaux statuts et dans ces nouveaux statuts, on redéfinit en fait le cadre. On abolit plutôt le cadre précédent qui voulait qu'il y ait 40% pour le fonctionnement, 30% pour les aides et 30% pour les investissements. Et en fait, on passe maintenant à un budget où on a gardé les mêmes proportions, mais il est redistribué de manière comptable plus facile puisqu'il ressemble à une comptabilité qu'on peut avoir sur nos communes. Sur le coût de fonctionnement, on arrive à 1 600 000. Sur ces 1 600 000, en charge réelle pour le conseil régional, on a 632 000 francs qui représentent le 39% en fait. Et puis le million restant, c'est des partenaires. Donc ce million est pris en charge par le canton, la confédération, des communes pour des projets spécifiques. Donc, on a une douzaine d'employés, on est sur le point d'engager un coordinateur tourisme. Cette personne, la grande partie de son poste, en fait, c'est aussi du partenariat. Donc c'est pas quelqu'un qui vient que pour le fonctionnement du conseil régional. Sur ces 12 ou 13 employés, donc c'est un équivalent 13,1 EPT, on a recalculé, il y a 5,1 postes en fait équivalent plein temps qui sont pour le fonctionnement propre du conseil régional. Tous les autres équivalents plein temps sont pour ses partenaires. Dans les investissements, on ne peut pas dire qu'ils seront précisément pour 2017 puisque c'est des projets qui sont en travail. Les deux grands avec qui on œuvre, parce qu'on a là aussi des partenaires de communes ou d'institutions, on a l'abattoir régional, on a la maison des vins qui est aussi en travail, on a des projets sur la filière bois, et puis après il y a tous nos projets sur la mobilité, la RDU, enfin voilà, il y a Rail-Route, on œuvre sur pas mal de secteurs. Dans ce budget, une demande de crédit de 75 000 francs pour l'aménagement de nouveaux locaux du Conseil régional. Un déménagement qui crée chez certains une polémique, puisqu'on les décrit comme une arcade froide. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors c'est vrai que pour la ville de Nyon, c'est pas une vitrine comme un magasin. Le conseil régional se mettra le défi en fait que cette vitrine ne soit pas froide, c'est-à-dire opaque, sans mouvement. Notre intention, c'est de soigner aussi la communication, que le tout public puisse comprendre aussi à quoi sert le conseil régional et sur quel secteur on travaille. En même temps, pour le conseil régional, je pense que c'est aussi sortir un peu de l'ombre. Jusqu'à présent, on n'était pas très visible, à part une petite plaquette au bas. Justement, cette communication, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui ne va toujours pas au Conseil régional ? Toutes ces dernières années, le Conseil régional, alors ça c'est vraiment mon analyse, si vous voulez. Je pense que le Conseil régional a vraiment œuvré pour naître, pour prendre ses marques, pour prendre ses formes. Et puis là, on arrive à une nouvelle législature et on sent au sein du CODIR maintenant de dire ok, le Conseil régional a trouvé son modus vivendi, on a trouvé comment on fonctionne, on sait notre rôle de facilitateur et maintenant on s'est dit on a 5 ans pour communiquer ça à l'extérieur. Après Communy et Bogy-Bossé, c'est au tour de Chaiseray de songer à un départ du conseil régional. Un conseiller communal dépose en effet une motion demandant à la municipalité d'étudier cette possibilité. On retrouve Andrea Brass-Lopo.
Alors on l'a appris par une communication qu'on a eue, on a eu différentes rencontres avec la municipalité. Je ne sais pas si quand on dit Chaiseray souhaite quitter, je ne sais pas si c'est l'exactitude, mais parce que c'est en fait une motion déposée par un conseiller communal. C'est peut-être un peu réducteur de rassembler toute la population derrière ce conseiller communal, mais quoi qu'il arrive, il y aura un débat. C'est le but de la démocratie et du conseil communal. Nous, on souhaite évidemment que Chaiseray, qui est quand même une commune très importante de cette sous-région Assez-Boiron, on souhaite évidemment que Chaiseray continue l'aventure régionale avec nous. Là aussi, j'ai envie de dire, soignons la communication jusqu'à nos législatifs, qu'ils puissent comprendre le sens de ce conseil. Maintenant, je crois que l'accent doit être mis sur les communes qui veulent rester membres et qui ont compris. Parce qu'à un moment donné, tout focaliser sur ceux qui se questionnent, oui, mais ce qui est important pour moi, c'est les membres profonds, c'est ceux qui ont compris le mécanisme. Et ceux-là, on a envie de les mettre en valeur, en fait. Pourtant, c'est encore une qui s'ajoute à la liste, donc est-ce que ça manifeste pas un mauvais signal? Chaiseray n'est pas encore sortie. Elle est en réflexion pour moi. Là, il n'y a pas eu de décision, donc on verra ce que l'avenir réserve. J'espère qu'ils ne nous quitteront pas. Clôturons cette page institutionnelle avec le Grand Genève. Les autorités signeront ce jeudi la 3e mouture de ce plan d'agglomération Franco-Valdo-Genevois. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que le Grand Genève? Madame de Quatreau, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde le sait déjà, mais je le rappelle quand même, vous êtes conseillère d'État en charge du département du territoire et de l'environnement. Alors, Madame de Quatreau, comment expliquer simplement ce qu'est le Grand Genève à nos téléspectateurs? Je dirais que c'est un grand espace, ça concerne 2 pays, 2 cantons, plus de 200 communes, à peu près 1 million d'habitants et un demi-million d'emplois. Et tous ces gens-là vivent sur un territoire déterminé et ils doivent apprendre à vivre ensemble en étant de plus en plus nombreux sur un territoire qui, lui, ne s'étend pas. Donc il y a le volet urbanisation, comment est-ce qu'on habite ensemble de manière plus harmonieux peut-être que par le passé, où on s'est développé un peu anarchiquement. Comment est-ce qu'on développe la mobilité? On voit qu'on est complètement dépassé, enfin nos infrastructures sont dépassées. On a du retard, bien sûr. Parce qu'on n'a pas vu venir le développement démographique et économique aussi fort. On est quand même une des régions d'Europe qui se développe le plus actuellement. Alors il faut rappeler qu'on est victime de notre succès économique, de la croissance, et qu'au bout d'un moment, il faut que tout le monde se mette à la même table, puisque fondamentalement, entre Genève et puis le district de Nyon, la seule différence, c'est le changement de législation cantonale, rien d'autre. Je dirais que les destins sont très fortement liés, et puis il y a tout le flux des frontaliers aussi. On va travailler les uns chez les autres, on habite ici. On voit aussi que c'est de plus en plus difficile d'habiter près de son travail ou de travailler près de chez soi, si vous préférez. Les trajets s'allongent, ça engorge les moyens de circulation. Donc, en fait, ce projet-là essaye d'avoir une réflexion globale à une échelle élevée pour savoir comment est-ce qu'on va vivre ensemble, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre les mesures d'urbanisation, de mobilité, comment préserver l'environnement, comment développer des énergies renouvelables. Les 2 cantons ont dit qu'ils voulaient sortir du nucléaire assez rapidement, donc là aussi il y a des réflexions qui doivent se faire au-delà des frontières, qu'elles soient nationales ou régionales. Mais alors, avec pour finalité d'abord de décider soi-même de garder son destin en main, en dessinant soi-même les projets dont on a besoin, et puis surtout d'aller faire du lobbying à Berne pour faire descendre l'argent. Oui, on peut le résumer comme ça, parce que sans argent, c'est difficile de développer des infrastructures de qualité. On a aussi vu que par le passé, la Suisse allemande a été meilleure en matière de lobbying que nous à Berne. Je crois qu'on peut l'admettre. Mais c'est en train de changer. Oui, c'est en train de changer très fortement. Et je pense que la métropole lémanique et le Grand Genève, dans ce contexte-là, fait un excellent travail. Là, on va chercher presque 1 milliard à Berne, donc il faut qu'on réussisse, il faut qu'on soit unis et coordonnés. Très bien. Il y a quelques jours, votre collègue du Conseil d'État, Pascal Broulis, a déclaré que ce Grand Genève, je le cite, ne faisait pas de sens pour les Vaudois. Comment vous réagissez, puisque c'est a priori votre dossier et pas le sien? Oui, mais il faut aussi remettre la déclaration dans son contexte. On parlait du nom du Grand Genève. Et c'est vrai que ça a fait l'objet d'un débat. C'était en 2012 qu'on a baptisé ce Grand Genève. Alors voilà, Grand Genève, c'est un petit peu français. C'est vrai, on parle du Grand Lyon, du Grand Paris. Exactement. C'est une logique qui n'est peut-être pas tellement la nôtre. Et puis la critique de mon collègue, c'était aussi de dire, essayons de garder les choses simples, ne faisons pas trop d'étages, d'infrastructures, de strates, essayons d'aller à l'essentiel. Ce qui est évidemment le vœu de tout le monde. En même temps, il y a tellement de partenaires différents qui sont impliqués dans ces réflexions.
qu'il faut bien admettre qu'il faut un forum ici, une plateforme de coordination là-bas. C'est vrai que c'est innovant, ce n'est pas les infrastructures habituelles qui font les réflexions, qui prennent les décisions. Il faut être un peu innovatif. On peut certainement encore simplifier, mais c'est l'objectif qui compte, c'est d'avoir tout le monde autour de la table et d'oublier personne. Et puis ces réticences vaudoises, c'est-à-dire dans le district de Nyon qui va jusqu'à Rolles, on se demande effectivement, le Grand Genève, oui, mais nous on est des Vaudois. On va rester des Vaudois, on y tient, mais il y a quand même des projets extrêmement importants pour toute la région de Nyon, et des projets d'infrastructure, qu'elles soient autoroutiers, que ce soit autour des gares, que ce soit des park and ride aussi, pour résoudre ces problèmes de mobilité que nous connaissons très fort dans le district de Nyon aussi. J'imagine que la population ne veut pas rester coincée là-dedans encore pendant des décennies. Donc là, il y a de l'argent à chercher, mener des réflexions globales. On a des habitants qui bougent, et puis il y en a aussi les frontaliers, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une réalité. Soit on la gère, ou on la laisse se dégénérer. Moi, je suis clairement pour une gestion coordonnée. Très bien. On a le canton de Vaud d'un côté, Genève de l'autre, le Grand Genève qui englobe un peu tout jusqu'au district de Nyon. Et puis, dans ce district de Nyon, justement, on a le conseil régional qui essaye de fédérer les communes pour les projets justement de développement de mobilité urbanistique. Comment jugez-vous depuis le château lausannois le travail du conseil régional ? Moi, je pense que le conseil régional fait un très important travail. Sincèrement, j'aimerais le relever. Ce n'est pas toujours évident de mettre des communes d'accord. J'en sais quelque chose parce que je suis en charge de l'application de la LAT, pour ne pas la nommer. Au dossier, donc, effectivement. oui, mais ça partage du même souci. Comment vivre ensemble en étant de plus en plus nombreux, en gardant une certaine harmonie, une certaine coordination, en étant aussi finalement respectueux de la volonté populaire qui a dit qu'il faut éviter de continuer à miter le territoire, à mettre des maisons n'importe où. Tout par-delà, effectivement. Tout par-delà, c'est la même réflexion. On essaye d'intégrer les gens davantage vers les centres. Ça veut dire que les centres doivent être attractifs. Avec une qualité du bâti qui permet une qualité de vie qui soit agréable, et puis des moyens de communication dignes de ce nom. Alors, aux habitants du district de Nyon, près de 100 000 qui se demandent à quoi sert ce conseil régional, vous les rassurez. Oui, il est utile, il est nécessaire. Il est utile, il est indispensable même. La voix du canton de Vaud est principalement portée par le district de Nyon, qui est impliqué dans cette démarche. Je veux dire, les Français sont très nombreux, Genève est impactée complètement. Il ne faut pas oublier que c'est la voix du canton de Vaud qui est un partenaire qu'on doit entendre, qu'on doit écouter. Et là, le conseil régional de Nyon fait un excellent travail. Très bien. Jacqueline de Quatreau, merci infiniment d'avoir fait une halte dans nos studios de Gland avant de vous rendre à Genève. À Nyon, la police devrait quitter ses locaux de la place du Château. Un déménagement au centre industriel de Chancolin est envisagé par une municipalité qui soumet un préavis d'études à son conseil. Florian Cavalleri. Nous avons donc le projet de construire un hôtel de police sur la zone de Chancolin. Il s'agit maintenant déjà d'aller choisir un architecte. Et pour ça, nous proposons pour cette fois d'utiliser la norme SIA 144 pour ce choix de l'architecte. Et on demandera à celui-ci, c'est compris dans le montant de 140 000 francs, de faire un avant-projet. Nous n'utilisons pas sur ce projet le concours d'architecture. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre ce concours, bien au contraire. Mais je pense qu'il faut savoir adopter la méthode au bâtiment. L'objectif, c'est de peut-être dimensionner ce projet. À l'origine, ce centre devait regrouper tous les services de secours, que ce soit la police, les ambulances ou les pompiers, mais les ambulanciers ont fait défection. Oui, alors défection, le mot est peut-être un peu fort, mais malheureusement pour eux, certains éléments ne leur permettent plus d'être parmi nous avec ce projet, et je crois savoir qu'ils le regrettent d'ailleurs, mais c'est plutôt lié au canton et probablement au financement. Alors, qu'est-ce que ça change pour la commune ? Ça devient un projet, je dirais, un tout petit peu plus simple, un peu moins gourmand en terrain surtout, puisque les ambulances représentaient à peu près un tiers du bâtiment pour 2 tiers pour la police. C'est un projet qui est de viser entre 8 et 10 millions de francs. Là, vous demandez 140 000 francs pour faire cette étude. Alors, il ne s'agit pas de faire l'étude, il s'agit de choisir un architecte, puisque nous avons les marchés publics, donc on peut les choisir soit avec un concours d'architecture, soit avec des mandats d'études parallèles, comme on l'a fait pour Nyon-Marot, par exemple, ou alors cette norme SIA 144, qui maintenant, depuis quelques années, est validée, à savoir un appel d'offres de services pour prestataires. C'est un objet qui est déjà apparu lors de la précédente législature. Ça fait longtemps que vous pensez à ce nouvel hôtel de police. La construction est prévue toujours dans le calendrier, c'est-à-dire à quel horizon ? Alors on espère 2020, 2021 ou plus tard, puisque la police a aujourd'hui une accréditation provisoire.
La construction d'un foyer d'hébergement pour requérants d'asile au centre-ville de Nyon n'en finit pas de créer des tensions. Après la pétition d'un comité de riverains opposé à la venue d'un tel centre, c'est le conseiller communal UDC Sacha Soldini qui dépose un nouveau postulat invitant la municipalité à privilégier l'accueil de migrants en plusieurs lieux décentralisés. Sacha Soldini, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Donc, si je résume, dans votre postulat, vous demandez que chaque nouvelle construction de logements sur le territoire nyonnais se voit attribuer un certain nombre d'appartements pour les requérants d'asile. C'est bien ça? Oui, pas tout à fait. Expliquez-moi. Je demande qu'à chaque nouvelle construction, effectivement, au plan de quartier adopté sur la commune de Nyon, la municipalité, dans le cadre des négociations qu'elle mène avec les promoteurs immobiliers, elle le fait déjà pour le minimum 25% de logements d'utilité publique, prennent, en plus de ces 25%, un pourcentage à définir pour permettre à l'EVAM, donc au canton, d'être locataire de certains appartements pour répondre à la loi. Donc bien sûr. C'est une demande du canton auquel on ne peut pas... Alors, Sacha Soldini, c'est un deuxième postulat. Vous en aviez déposé un il y a une année à peu près. C'était en 2013. En 2013, ouais. J'avais déposé un premier postulat qui avait été signé par d'autres collègues du conseil communal également, qui demandait, cette première fois, de passer par les négociations dans le cadre de l'octroi de DDP à des coopératives de logement, comme ça se fait régulièrement sur la commune. Malheureusement, entre-temps, on n'a pas eu vraiment l'opportunité de le faire parce que ce n'est pas tous les jours qu'on octroie un DDP à une coopérative de logement. Et dans le cadre toujours des négociations, je proposais que la municipalité négocie avec les futures coopératives quelques appartements pour accueillir les requérants d'asile, pour assurer une mixité. Alors, fondamentalement, vous, ce que vous ne voulez pas, c'est d'un grand centre pour migrants au centre-ville de Nyon. Ce que vous voulez, c'est des appartements un petit peu partout. Voilà, exactement. Pour favoriser la mixité, on voit clairement qu'au niveau de la construction d'un centre, là, on parle d'un projet de 180 personnes. Oui. Donc, ça coince un petit peu. Il y a une pétition qui a circulé. Okay, absolument. Elle a récolté 1 millier de signatures. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne fait pas l'unanimité. Et on voit clairement que même au niveau des requérants d'asile, si on va se renseigner sur le site de l'EVAM, certaines personnes vivant dans ces foyers ne sont vraiment pas satisfaites. Il n'y a pas d'intimité. Très bien, mais qu'est-ce que vous rétorquez à l'EVAM qui dit que dans un premier temps, tous les requérants ont besoin d'un temps d'assimilation, on peut le dire comme ça, dans un foyer collectif, justement pour apprendre les codes de la vie locale, la langue un petit peu, les démarches administratives. Vous savez, l'EVAM dispose des cours aux requérants d'asile, donc il y a un suivi de chaque personne qui arrive. À Nyon, on a un centre de jour où ces cours sont aussi donnés. Donc ces personnes sont tout à fait capables de partir momentanément de leur appartement, aller suivre ces cours la journée et revenir chez eux le soir. Mais je pense qu'on a tout intérêt à leur donner un maximum d'intimité. C'est quand même des gens qui ont vécu des périodes extrêmement difficiles. Très bien. Votre postulat est contresigné par tous les partis de droite, donc le PLR, l'UDC, les Verts libéraux, le Parti indépendant. Saurez-vous séduire à gauche également ? Écoutez, on avait réussi à séduire dans un premier temps en 2013 quelques personnes de gauche. Une personne a malheureusement retiré sa signature au dernier moment. Je pense que vous vous rappelez de l'épisode. Maintenant, j'ai proposé ce document à certaines personnes de l'hémicycle gauche. Je n'ai pas eu de réponse et j'espère qu'on pourra fédérer le soir du conseil communal parce que c'est une solution qui devrait plaire à la gauche. Dans tous les cas, ce premier préavis donc, pour l'octroi d'un droit de superficie à l'EVAM a été déposé à l'été 2016. Il n'est toujours pas voté, il ne sera pas voté la semaine prochaine, c'est repoussé à 2017. Est-ce que votre souhait fondamentalement, c'est qu'avec ce postulat, que la municipalité retire tout simplement ce préavis? Je pense que si la municipalité décide de retirer le préavis, comme elle l'a déjà eu fait par le passé, mais pour d'autres raisons, pour des raisons légales, ça pourrait être une solution. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est que si la commission tarde à répondre, c'est parce que malheureusement, il y a eu des éléments qui ont fait qu'elle n'a pas pu se prononcer tout de suite. Mais on est quasiment sûr qu'en mois de janvier, le dossier viendra devant le conseil communal. On va quand même partir sur un rapport de majorité et de minorité, a priori. Certainement. Très bien. Sacha Soldini, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur votre postulat, une affaire évidemment des migrants qu'on suit avec beaucoup d'attention sur NRTV. À Gland, des ouvriers du chantier Data Center se sont mis en grève pour réclamer des salaires impayés. On parle de montants jusqu'à 100 000 francs au total. Florian Cavalleri était sur place. Quelle est la problématique sur ce chantier ? Alors, il y a deux problèmes essentiellement. Le premier problème, c'est que ce monsieur Montero, il ne sait pas que dans le canton de Vaud et à Genève, les salaires sont beaucoup plus élevés et c'est obligatoire de les payer pour les travailleurs dans ces régions. Donc, il y a un problème de salaire dans le cantonal. Et puis, le deuxième problème, qui est encore plus grand dans le cas présent, c'est que ces gens, ils faisaient 3 heures de déplacement par jour pour aller sur ce chantier. Et ces 3 heures-là ne leur étaient pas payées. Donc, ils leur volaient à peu près 30% du temps de travail qui n'était pas payé, ce qui est énorme. C'est-à-dire que normalement, un ouvrier doit être payé
payé du départ du dépôt de l'entreprise jusqu'à son retour, c'est ça? Exactement. Et donc là, lui, il payait qu'une fois qu'ils étaient à Gland ou à Genève ou au départ de Vouvry ou de Aigle, quoi. Donc je veux dire, c'est juste là qu'il y a une grosse arnaque, quoi. C'est 3 heures par jour qu'ils leur volaient, quoi. Ce qui correspond à 30% du salaire. Voilà, sur 10 heures de boulot en moyenne qu'ils faisaient, c'était 3 heures qu'ils leur volent. Alors merci pour les familles, merci pour les loisirs, merci Montero. Votre travail sur ce chantier, c'est quoi? Monteur en ventilation, on pose la ventilation. Moi personnellement, j'étais sur le chantier sur Genève, à l'hôpital à la Tour. Et j'ai fait quasiment une année sur Genève. Pourquoi avoir choisi ce chantier en particulier pour exprimer votre mécontentement? C'est pas en particulier ce chantier, c'est surtout le mécontentement qu'on a travaillé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'entreprise. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec mes collègues, donc on est tous soudés les uns avec les autres pour aller de l'avant et puis recevoir ce qui nous est dû, quoi. Vous avez eu des contacts avec la direction de votre entreprise? Oui, à plusieurs fois, on a eu des contacts avec lui, on a essayé de lui en parler un peu, quel était le problème, pourquoi est-ce qu'il nous payait des mois en retard et tout ça, mais après, sans aucune explication valable. Il vous a dit que c'était normal en fait. Voilà, qu'il avait des problèmes, qu'il devait attendre des paiements des entreprises pour lesquelles on effectuait le travail, qu'il ne recevait pas les factures à temps et qu'il attendait sur ces factures-là pour pouvoir nous payer. Le mandat, il se termine quand pour vous, pour ces employés? Le mandat, il se termine quand on sera payé. Coup de théâtre suite à cette action syndicale, Alvadzi, qui est l'adjudicateur du lot ventilation, s'engage à régulariser les salaires dus par MM Ventilation. Expliquez-nous ça. Alors oui, nous sommes désolés par ce qui a pu arriver aux employés de MM Ventilation. Alvadzi s'engage à régulariser les salaires que MM Ventilation doit aux employés et nous sommes pour respecter la convention salariale de tous les cantons. Vous n'étiez pas au courant de ces problèmes salariaux avant cette action? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces patrons, on va dire voyous, qui passent de société en société, qui ont des prête-noms, qui ne payent pas les employés comme la CCT le devrait? Alors ce que je pense, c'est que c'est malheureux qu'il se passe encore en 2016 des choses comme ça. Mais nous, en tout cas, on se bat à notre niveau pour éviter ce genre de choses qui peut arriver ce matin. Puis j'imagine qu'après, vous-même, vous allez vous retourner contre MM Ventilation. On va essayer, c'est pas garanti qu'on obtiendra quelque chose, mais nous, en tout cas, on veut que les salariés soient régularisés dans les meilleurs délais. Affaire syndicale encore et toujours avec l'annonce de Generali de supprimer 100 emplois sur son site nyonnais. Alors que le syndicat UNIA dénonce la mise sous pression des délégués du personnel, c'est le monde politique qui s'empare du dossier. Jessica Jacou, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Je vous présente rapidement, vous êtes conseillère communale socialiste et députée socialiste. Vous déposerez lundi prochain au conseil communal une interpellation au nom de la gauche demandant à la municipalité d'envoyer un signal fort pour le maintien des emplois à Nyon. Qu'est-ce qu'un signal fort ? Alors, je pense qu'en premier lieu, il faut replacer l'histoire de Generali dans son contexte à Nyon. Allons-y. Generali s'est installé à Nyon grâce à la vente d'une parcelle qui était à l'époque en propriété de la commune. Et puis, il y a 4 ans, le conseil communal a tout de même adopté une modification du plan de quartier qui a permis à Generali d'augmenter sa capacité d'accueil puisqu'elle prévoyait un taux de croissance d'environ une centaine d'employés. Donc en somme, là, tout était super. Generali voulait employer davantage de monde à Nyon. Tout à fait. Et puis maintenant, on a cette annonce qui vise une suppression de 100 emplois. Oui. 100 emplois, c'est autant de familles qui sont touchées, qui peuvent potentiellement se trouver dans des situations de détresse. Et puis, il y a lieu, selon moi et selon la position que nous défendons à gauche, d'avoir des politiques qui s'impliquent en défendant une position forte pour le maintien de l'emploi à Nyon. Alors, je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce que c'est qu'un signal fort de la part du monde politique ? Alors, un signal fort, c'est en premier lieu déjà se présenter devant les employés. C'est vrai qu'il y a une demande importante du personnel qui est touché de pouvoir rencontrer le
syndic, ce qui apparemment n'a toujours pas été fait. Un signal fort, c'est de venir dire qu'on soutient la démarche des employés, c'est intervenir auprès de la direction de Generali pour que celle-ci intègre UNIA dans les négociations, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant et qui est un scandale. Et c'est surtout faire preuve de tous les moyens en la possession afin qu'une discussion se fasse sur l'avenir de ces gens. Sentez-vous que le monde politique nyonnais, les élus, la municipalité, se sentent floués ou se sont fait avoir avec cette entreprise en accordant justement en 2012 une possibilité d'agrandissement du bâtiment? Alors, bon, on nous a présenté des demandes à cette époque-là qui apparemment ne sont pas réalisées. Ce qui est compliqué avec Generali, c'est qu'on se retrouve face à un grand groupe italien qui donne des ordres à Zurich, qui les donne ensuite à Nyon. Donc, qui dit blanc, qui dit noir, ça, c'est encore une question à déterminer. Je pense qu'avant de se sentir floué ou pas, il y a une responsabilité à prendre. La responsabilité, c'est le tissu économique dynamique que nous avons et c'est le maintien de ces emplois à Nyon qui sont source de revenus par l'imposition, mais également par la possibilité d'avoir des gens qui viennent en ville et qui consomment régulièrement chez nous. Donc, vous demandez au syndic d'aller rencontrer les employés? Alors, entre autres, et puis surtout à la municipalité de se positionner de manière assez claire. Est-ce qu'elle souhaite intervenir? Est-ce qu'elle souhaite ne pas intervenir? Est-ce qu'elle considère que c'est une affaire 100% privée où elle n'a pas à mettre son nez là-dedans et qu'on ait une décision qui soit un tout petit peu plus claire sur la position municipale en la matière? Si Generali confirmait la suppression de ces 100 emplois, on y va tout droit, bien sûr. Est-ce que vous auriez peur que ce mouvement continue davantage avec la suppression de tous les emplois et le départ du site nyonnais? Bien sûr que c'est une crainte qu'on peut avoir et de manière légitime. Rien que sur ces quelques derniers mois dans le canton de Vaud, Nissan à Rolle a annoncé son suppression de poste. Le groupe Richemont à la Vallée, environ 200 suppressions de postes. On n'est pas dans une mouvance qui est très optimiste sur le maintien des emplois dans ce genre de grand groupe qui s'est installé dans notre région. Donc oui, il y a des craintes à avoir. Et puis sans une application politique forte de la part de notre ville ainsi que du canton, j'ai assez peu d'espoir que ces groupes resteront établis chez nous. Craignez-vous une éventuelle plus-value immobilière de la part de Generali, qui a donc acquis ce terrain en 2004 pour 5 millions de francs, un terrain qui évidemment aujourd'hui on vaut certainement 2 fois plus. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de savoir quelle est la manœuvre derrière, parce que délocaliser 100 postes de Nyon à Zurich, on voit assez difficilement où est-ce que l'économie va se réaliser pour Generali. Donc voilà, c'est un peu la question de savoir si c'est pas l'arbre qui cache la forêt et de quoi est composée cette forêt, et entre autres s'il n'y a pas une envie de vouloir réaliser une plus-value foncière dans ce cas-là. Très bien, Jessica Jacou, merci. On attendra de voir quel sera ce signal politique fort de la part de la municipalité la semaine prochaine. Une méga step d'épuration capable de traiter les eaux d'un bassin de population de 100 000 habitants. C'est un projet qui se dessine du côté de Gland et loin, mais le manque d'informations autour de ce projet a le don d'agacer certains. Florian Cavalieri a rencontré le syndic de Loing, Claude Guignard. Claude Guignard, bonjour. Bonjour, bienvenue à Loing. Bienvenue, et oui, à Loing, cette magnifique commune qui est située dans les vignes du district de Nyon. Mais à Loing, on se pose une question, ou plutôt vous posez une question. Qui veut d'une station d'épuration pour 110 000 habitants? C'est une lettre ouverte que vous avez signée au nom de la municipalité. Finalement, voulez-vous de cette station d'épuration? Je ne pense pas qu'on puisse répondre à votre question par un oui ou par un non. C'est un dossier très compliqué et je pense que la population, les citoyens sont attachés à ce service public qui doit être traité avec beaucoup de sérieux. Oui, parce que c'est un dossier épineux et puis en mettant les pieds dans le plat, en signant cette lettre, vous soulevez plusieurs lièvres. Le premier, évidemment, c'est l'intercommunalité. Tout à fait. C'est très important le fonctionnement des associations intercommunales et ces services qu'on partage. Notre lettre ouverte était motivée par 3 aspects. Le premier concernait la transparence, la communication. Le deuxième concernait le choix du site et son financement, son coût surtout. Et puis en troisième point, d'une manière plus générale, la gouvernance aussi de l'association. Alors on va commencer par le troisième point. La gouvernance, c'est une intercommunalité, c'est-à-dire que les communes sont regroupées au sein d'une association pour gouverner ce projet de STEP, mais souvent, eh bien, les gens qui représentent les communes ne sont pas des élus. Du coup, on peut dire qu'il y a un décalage entre les autorités communales et la tête pensante de ces associations.
C'est exact, mais les statuts de l'APEC tels qu'ils sont actuellement l'autorisent en fait. Ce n'est pas le choix que nous préférons. On préfère, nous, être présents et représentés dans les associations intercommunales. Le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui, le projet de la future STEP régionale avec 30 communes, on se pose réellement la question de la gouvernance future de cette association si ce projet va à son terme. Un projet de cette ampleur et de cette ampleur aussi financière, hein, de plus de 100 millions, va susciter certainement aussi des intérêts privés. Donc on s'interroge vraiment sur la gouvernance future de cette association et de ce projet dans son ensemble. Actuellement, le coût par habitant du fonctionnement de l'APEC est environ 80 francs par habitant, ce qui est un coût relativement raisonnable en comparaison régionale. On sait que ce coût, c'est aussi le fruit d'un excellent travail, hein. Il faut aussi le relever de l'équipe d'exploitation de l'APEC au cours des dernières décennies. Mais avec une STEP regroupée, unique, avec un budget de plus de 100 millions de francs, seulement de budget d'investissement, là on ne parle pas encore des coûts d'exploitation, on peut imaginer que le coût actuel de 80 francs va probablement tripler, peut-être plus. Mais là, c'est vrai, encore dans des suppositions. Les chiffres que nous avons, c'est le coût de 100 millions. Il va falloir financer ce projet, il va falloir emprunter de l'argent, il y aura des amortissements, il y aura des intérêts, même si c'est un amortissement sur une longue période, certainement plus de 30 ans, il y a des coûts importants. Et ça va se traduire, qui seront à la charge des communes. Et quand on dit à la charge des communes, on dit bien sûr à la charge des contribuables. Parce qu'à la fin, c'est le contribuable qui va devoir payer ces coûts. En signant cette lettre ouverte, finalement, vous mettez les pieds dans le plat sur tous les gros sujets qui concernent le canton. Intercommunalité, LAT, gouvernance, transparence. Finalement, qu'est-ce que vous espérez avoir comme effet en ayant justement diffusé ce tout-ménage ? Mettre les pieds dans le plat, ce n'était pas forcément le but visé. Nous sommes à la recherche d'informations, on a besoin de répondre à nos citoyens. Dans quelques jours, on aura notre conseil général. De plus en plus, les citoyens posent des questions, à juste titre. On a besoin d'informations. On voit que les finances des communes, la nôtre et des communes voisines, bouclent avec à la fois des budgets déficitaires, mais aussi des comptes déficitaires de plus en plus souvent. On fait face à l'augmentation des coûts de l'école, notamment de l'explosion, l'explosion des coûts de l'accueil de la petite enfance. On ne maîtrise plus la facture sociale qui continue d'augmenter année après année. La péréquation est aussi en modification, elle ne fait qu'augmenter. Je ne pense pas que la solution soit chaque fois de trouver une solution en augmentant le taux d'imposition. Ce que nous devrons certainement faire probablement l'année prochaine. Ça reste encore à déterminer, mais on sera face à une situation qu'on n'aura pas d'autre choix. Donc je me dis, à terme, on ne peut pas continuer à augmenter ces coûts en nous disant simplement que la législation a changé, c'est le canton qui a décidé. Et voilà, on est un petit peu en bout de chaîne sans moyen de décider. Donc on lutte un peu contre la politique du fait accompli, en fait, c'est ça. Finalement, c'est une perte d'autonomie communale. Claude Gagnard, merci beaucoup de nous avoir livré vos sentiments. Et puis, c'est un dossier qu'on va suivre, bien évidemment, sur Nyon Région Télévision. Merci à vous. C'est chaque fois la même mauvaise nouvelle. Dans les communes, la Poste annonce la fermeture de l'office villageois. Après Cran-Près-Séligny récemment, c'est au tour de Gingin de craindre pour la disparition de l'un de ses derniers commerces. Florian Cavalieri a rencontré la syndic du village, Claude Ibert-Pearl. Claude Ibert-Pearl, bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes ici devant les guichets de la Poste de Gingin. Gingin qui se bat pour garder son office, c'est ça ? C'est tout à fait ça, en effet. Je voudrais aussi ajouter, on n'est pas seulement devant le guichet, mais également devant le centre de tri postal. Exactement, et plusieurs communes se sont groupées
Une pétition est venue appuyer la démarche municipale qui consiste à faire recours contre la décision de la Poste justement de fermer ce lieu. Exactement. Nous avons déposé notre dossier d'opposition à Postcom. On l'a envoyé hier d'ailleurs. Vous tombez à pic. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en effet, nous nous opposons à ça. Et c'est vrai, presque 1500 signatures, je ne dis pas seulement de Gingin-Chezray, mais de la région proche. C'est intéressant, c'est important. À cela, il faut rajouter qu'entre Gingin et Chezray, il y a la signature de 64 entreprises qui représentent presque 400 employés. C'est toute une région qui se bat contre cette fermeture. Pourquoi c'est important pour une commune comme Gingin, plus largement des communes comme Chezray, de garder un office de poste? Bon, il y a déjà les habitudes. L'être humain est les habitudes sont bien ancrées. Mais ce n'est pas seulement ça. Il ne faut pas oublier, nous avons toujours eu une poste depuis toujours très longtemps. Elle se situait avant à la route de Chezray. Et depuis le début des années 90, nous avons construit ce bâtiment pour la poste. Alors voilà. Il y a deux stratégies. Quand on se bat, quand on est l'exécutif, quand on représente l'exécutif d'une commune contre une fermeture, il y a le fait de dire on va essayer de négocier avec la Poste pour garder quand même les services postaux ou aller frontalement contre cette entreprise en déposant ce recours justement. Oui, d'accord. Il y a différentes stratégies. Nous avons adopté celle de nous opposer à la fermeture. Nous ne souhaitons pas qu'elle ferme. Les autres stratégies, elle se passerait de toute façon, puisqu'il y a une alternative obligatoire, si je peux dire ainsi. Donc on nous a dit que si ce ne serait pas le guichet, ce sera le service à domicile. Mais comme on s'oppose, nous n'avons pas exploré ces voies-là. Mais c'est pas un peu pot de fer contre pot de terre de se battre contre une entreprise tentaculaire qui a d'excellents appuis? On sait que peu de communes obtiennent gain de cause. Alors je ne peux pas parler pour les autres communes, mais la municipalité n'est pas contente, la population et les entreprises non plus. Donc on estime qu'il faut se battre, il faut quand même faire valoir et qu'on fasse entendre notre voix. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, il y a cette pétition signée par 1500 paraphes, mais c'est venu appuyer une volonté des autorités. Ce n'est pas les autorités qui se mettent derrière la pétition, c'est la pétition qui vient appuyer la démarche municipale. Tout à fait. C'est une démarche qui a été faite par des citoyens et qui vient justement appuyer la démarche municipale. Cette démarche, notre position, nous l'avions déjà annoncée au mois de juin. Et la Poste était déjà au courant que nous allions nous opposer à cette fermeture. Alors là, c'est un grand chemin qui vous attend. Vous avez, je crois, à peu près 2 ans de négociation devant vous, finalement. Alors, on ne sait pas très bien comment la suite va se passer. L'aspect administratif, c'est que la Postcom a quand même 6 mois pour se prononcer, pour donner une recommandation à la Poste. Et c'est ensuite que la Poste nous informera de sa détermination finale, une fois qu'elle aura pris cette recommandation en compte. J'imagine que vous avez aussi contacté peut-être la préfecture, peut-être le canton. Est-ce qu'ils vous ont apporté des réponses, des conseils? Alors écoutez, comme ça, tout à fait informellement, bien entendu. Oui, informellement, mais il y a même une question, je crois, qui va se poser à Berne la semaine prochaine. Donc c'est vraiment une situation endémique, ça concerne les communes. Est-ce qu'on est désavantagé vraiment si un tel bureau part et si finalement les services ne sont pas mis dans un commerce local? Écoutez, comme je dis, nous n'avons pas élaboré cet aspect-là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question aussi d'accès pour toute la population. Elles ont tant de temps pour pouvoir, la loi le dit, pour être dans les délais pour atteindre un office de postal dans tant de minutes. Donc, il faut que ce soit le cas. Et puis, autrement, il faut que ça se passe. Et si au terme de ces négociations, la Poste déménageait, fermait quand même ce centre de tri par terre, comment vous envisageriez la suite? Alors la suite déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle décide de fermer quand même, il y aurait en tout cas un service à domicile. Et dans les 2 ans qui suivraient l'établissement d'un service à domicile, on peut encore revenir sur une agence postale si on trouvait quelqu'un pour justement fournir ce service. Mais d'un autre côté, c'est un bâtiment communal et nous ne sommes pas encore décidés à ne pas l'utiliser pour d'autres projets.
Après Mi-Tannay, Écran, La Poste s'attaque à Gingin et souhaite quitter cette commune, mais cette commune se rebelle. Claude Iberl-Pirle, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On suivra avec attention l'évolution de cette situation. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Bonne journée. Et notons encore que la Poste annonce ce jour la fermeture de son guichet à Vic. Voilà, madame, monsieur, nous arrivons au terme de ce journal hebdomadaire. Nous vous remercions bien évidemment de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur le site internet nrtv.ch. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonsoir.